J'attaque directement le sujet 1 qui va aller très très vite, ce sujet 1, puisqu'on parle d'énergie fossile, on parle de ESG, on parle d'impact, l'écologie de l'IA, de cette RSE. Eh bien, laissez-moi vous donner le chiffre tout de suite qui... alors, suivant ce qu'on en pense, qui fait du bien ou qui fait du mal, tout le numérique mondial aujourd'hui, c'est-à-dire y compris l'IA, y compris la fabrication des ordinateurs et des smartphones, y compris les data centers, y compris la 5G, y compris tous les ordinateurs du monde, c'est 4% de l'empreinte carbone et 4% des gaz à effet de serre. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est exactement la même taille que l'aviation mondiale ou que le transport maritime. Alors on peut dire 4% c'est beaucoup trop, ou on peut dire 4% ça va par rapport au service rendu, c'est un peu comme l'avion et c'est un peu comme le maritime. Et la grande question, Mathieu le dit dans le chat, la grande question c'est la tendance. Autant le maritime et l'aviation mondiale, c'est 4% depuis 10 ans et ça bouge pas. Autant le numérique, c'est 4%. Et si on ne fait rien, mais là, la loi de Moore va nous aider, si on ne fait rien, ça passera à 5, 6, 7, 8. Mais grâce aux innovations, et il faut être un peu technosolutionniste, il faut être un peu optimiste, grâce aux innovations, grâce à l'optimisation des GPU, grâce à un meilleur refroidissement, et pourquoi pas l'envoi absolument, et l'effet rebond. Je ne vais pas évoquer tous ces effets-là. L'effet rebond est un effet extrêmement pernicieux, puisque moins ça coûte cher en argent ou en CO2, et donc finalement, plus on s'en sert, et au total, ça devient plus cher. Et plus d'empreintes. Mais je ne vais pas évoquer ces sujets-là, Mathieu a tout à fait raison, la tendance est importante, l'effet rebond est important, on appelle ça l'effet de Jevons, G-E-V-O-N-S, c'est lui qui a démontré ça avec le charbon dans les années 1800 et des poussières. Donc n'évoquons pas tout ça, mais néanmoins, à aujourd'hui, ce n'est, moi j'ai envie de dire, parce que je m'en sers tous les jours, et là on s'en sert dans Teams, ce n'est que 4%. Et il faudrait pas que ça dépasse ces 4%, donc faisons tout pour utiliser ça de manière correcte, pour que ça ne dépasse pas ces 4%. Mais à aujourd'hui, c'est pas plus de 4%. Dans ces 4%, excusez-moi de vous dire très brutalement, il y a 1%, c'est que de la vidéo, et de la vidéo pas très utile, si vous voyez ce que je veux dire, et on passe rapidement là-dessus. En tout cas, quelles que soient les solutions, quelles que soient les idées, quelles que soient les réductions, le plus efficace du monde sera toujours le cerveau humain. On fera jamais mieux que les 20 watts que consomme notre cerveau. Donc ça, c'est totalement imbattable. Donc si on veut faire des économies d'énergie, utilisons nos cerveaux plutôt que ChatGPT. Et puis pourquoi pas faire confirmer par ChatGPT quelque chose si on a besoin d'avoir une confirmation. Voilà, un très rapide passage. Il y aurait 1000 choses à dire sur l'écologie et l'IA, sur l'écologie et le digital. Sur l'écologie et l'électrification des voitures, sur l'écologie et l'électrification des pompes à chaleur et du chauffage. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je voulais juste le citer en début de conférence pour qu'on évacue, on l'évacuera jamais, mais pour qu'on soit à l'aise avec ce sujet-là. Deuxième sujet de cette conférence, encore une fois, on va passer très 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 vite, c'est l'éléphant dans la pièce, l'IA. Tout le monde en parle, j'ai presque envie de dire n'importe qui en parle, et avec un avis très tranché, c'est bien, c'est mal, c'est génial, c'est nul, on va devenir stupide, nos enfants vont plus savoir réfléchir, etc., etc., etc. Donc on ne peut pas ignorer cette IA, et cette IA, elle est aussi importante que l'arrivée de l'écriture en moins 3000 en Mésopotamie avec l'écriture cunéiforme, aussi importante que l'arrivée de l'électricité, et puisqu'on est chez Renault, aussi importante que l'arrivée de la voiture. Tout comme l'écriture, tout comme l'électricité, tout comme la voiture, il y a quelques caractéristiques communes à toutes ces révolutions, à toutes ces innovations. La première chose, c'est qu'elles sont liquides. Dans l'esprit chinois, dans le bouddhisme, dans le taoïsme et dans toutes ces choses-là, le liquide est important parce que l'eau, le liquide par excellence, va s'introduire partout. Si on fait une flaque d'eau sur son bureau, en fonction de la pente, l'eau va aller partout. Et c'est ce qui se produit avec l'électricité, c'est ce qui se produit avec la voiture, c'est ce qui se produit avec l'écriture et avec l'IA et avec le digital. Le digital va partout.
il n'y a pas un secteur, que ce soit la santé, les sentiments, le dating, l'intelligence, bien sûr. Cette IA, elle va exactement partout et elle ne connaît pas de limites. Et on va en reparler tout à l'heure, mais pourquoi ne connaît-elle pas de limites? Principalement parce que un certain Gordon Moore, patron de Intel il y a très 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 longtemps, aujourd'hui décédé depuis 2002 je crois, Monsieur Moore donc a dit que la puissance de l'informatique, pour faire ça bref, allait doubler tous les 18 mois. Donc il a dit ça en 65. Et depuis 65, c'est vrai. Il y a eu des petits paliers, mais ça a été rattrapé, et puis le quantique qui va arriver va faire à nouveau gravir un palier, et effectivement, l'informatique, la puissance de l'informatique, à coût constant, double tous les 18 mois. Et c'est ce qui a permis à ChatGPT, pour citer le plus connu d'entre eux, en novembre 2022, d'arriver. C'est juste parce qu'on avait la capacité de calcul pour le faire. Ça aurait pu arriver avant, mais il n'y avait pas assez de capacité de calcul. Et pourquoi est-ce qu'on est inondé aujourd'hui d'informations en tous sens? C'est ce que j'appelle l'avalanche d'informations, l'avalanche d'outils, l'avalanche de communication là-dessus, l'avalanche de nouveaux outils. Pour faire ça, il faut utiliser ce nouvel outil, on peut faire des chansons avec ça, on peut faire des vidéos, et on est submergé d'informations sur l'IA et sur les capacités de l'IA. Tout ça, ce sont des effets de la loi de Moore, cette fameuse loi de Moore, qui dit que à prix égal ou à consommation électrique égale, la puissance double tous les 18 mois, et ça n'est pas encore aujourd'hui démenti, donc ça veut dire que on continue dans ce monde-là. Et donc, devant cette avalanche d'informations, moi j'ai choisi de vous traiter ce sujet de l'IA à travers quelque chose qui est chronologique, et de remonter au début de l'IA ou de remonter aux acteurs de l'IA et de vous dire en quoi ces innovations de l'histoire ou ces personnes d'aujourd'hui sont importantes à ce jour pour l'évolution de l'IA, pour que vous puissiez, vous, avoir une grille de lecture. Donc c'est cette timeline des sociétés, des noms, des technologies et des concepts qu'on va voir ensemble. Première timeline, alors c'est pas un effet du temps, là c'est des personnes importantes. Et donc, toutes ces personnes-là, vous devez peut-être avoir entendu leur nom cité, donc Alan Turing, Yann Lequin, là c'est plus de l'actualité, c'est le Français qui a fait l'IA chez Meta, Facebook, et qui aujourd'hui monte sa boîte qui s'appelle Ami, très joli nom, Ami. OpenAI, forcément vous en avez entendu parler. Mistral, notre pépite française, notre décacorne qui vaut aujourd'hui 13 milliards d'euros, Mistral avec le chat. Et puis AWS, il faut les citer aussi, Amazon Web Services, un hyperscaler, quelqu'un de très 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 important. Et derrière ces noms, il y a des sociétés, et je vous ai fait un diagramme de ces sociétés avec les forces en présence. Alors qu'est-ce qu'on a comme force en présence? Commençons par le milieu. Le milieu, c'est nous. On a la petite bulle du haut ici, on a la chose la plus importante du monde. Alors, la chose la plus importante du monde, j'aurais dû mettre, on a Polytechnique et toutes les écoles d'ingénieurs fantastiques qui nous donnent de la ressource humaine de grande qualité. Mais on a surtout des data centers, et on a une énergie décarbonée, et même cette énergie décarbonée, on en a tellement que parfois on la jette. On jette environ 30 terawatts par an, et on en a tellement aussi que parfois on la vend. On vend 90 terawatts-heure d'électricité par an, principalement aux Italiens et aux Allemands. Donc, on a de l'électricité. On a aussi ces boîtes, Mistral, j'en ai déjà parlé, le chat, la French Tech, on a QTI, on a Ami, on a plein de sociétés françaises qui sont absolument fantastiques, et on a des lois. Et du côté gauche, on a l'empire chinois avec Baidu, Alibaba, DeepSeek, Kaifuli, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais Tencent, qui fait une IA qui s'appelle ZAI. Et de l'autre côté, on a tous les Américains,
avec bien sûr OpenAI et Sam Altman, ChatGPT avec à l'intérieur chat.com, on a Perplexity, Llama, Copilot, on a Nvidia, bien sûr, la plus grosse boîte du monde, TSMC qui est taïwanais, ASML qui est hollandais, Amazon, Anthropic, Google Gemini, et puis on a Terafab, je vous en parlais tout à l'heure, Terafab, ça vient de chez Elon Musk, c'est la plus grosse usine du monde, 5 km de long, qui va voir le jour pour fabriquer des puces. Et quand vous regardez les forces en présence, vous voyez qu'il y en a beaucoup du côté américain, il y en a pas mal du côté chinois, et en France, on résiste pas mal, et il y a un grand absent de ces forces en présence, c'est lui, le grand absent. Le grand absent, c'est Apple. Apple n'est pas du tout dans l'IA, ou très très peu dans l'IA. Il y a bien Luc Julia, que vous connaissez bien chez Renault, qui a inventé Siri, mais il y a je peux le dire maintenant, des dizaines d'années. Je crois d'ailleurs qu'il n'est plus chez vous depuis quelques temps. Il a pris sa retraite et on va dire, pour ceux qui le connaissent un petit peu, qu'il était temps. Mais Apple est complètement absent d'ici. Et ça me permet d'introduire une notion qui va vous distinguer Apple du reste du monde, c'est la notion de où est fait le calcul. Et Apple est partisan, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne les voit pas, d'un calcul, donc un calcul d'IA, qui ne soit pas fait dans le cloud, comme tous les calculs qui sont faits aujourd'hui, qui ne soit même pas fait, comme on dit, on-premises, c'est-à-dire dans nos locaux, qui ne soit même pas fait comme on le fait dans la voiture, dans le edge computing, mais Apple veut une IA qui soit faite on-device, donc une IA embarquée. Donc l'IA d'Apple, et c'est pour ça qu'elle n'existe pas aujourd'hui, c'est que Apple refuse que les données que vous recherchez, ou les choses que vous demandez, et les réponses qui vous sont faites, transitent par les réseaux. Donc Apple ne veut pas du cloud pour l'IA. Et ça nous permet de faire une première distinction, vous voyez, entre les sociétés comme OpenAI, comme xAI, comme ZAI, comme Claude, tout le monde parle de Claude en ce moment, très 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 bonne entreprise, Anthropic avec Amodei à sa tête, mais tous ces gens-là sont partisans du cloud. J'ai un grand centre de calcul quelque part, Elon Musk veut même les mettre dans l'espace, mais ça c'est une autre histoire, j'ai un grand centre de calcul quelque part, et toutes les demandes que vous faites sont traitées, sont computées par le centre de calcul et vous sont renvoyées par le cloud. Et Apple dit non, moi je ne veux pas du cloud, je veux du on-prem dans mes locaux, ou, et encore mieux, du on-device. Vous qui faites des voitures, quand un accident se profile à l'horizon, on n'a pas le temps de demander au cloud s'il faut freiner ou accélérer, tourner à droite ou tourner à gauche, que le cloud nous réponde. Vous comprenez bien que dans le cadre d'une voiture, l'informatique, le travail de recherche et la réponse doit être fait dans la voiture elle-même. Et c'est ce que nos amis de chez Apple veulent faire, et c'est pour ça qu'ils sont tellement en retard. Et là, dans ces forces en présence, on a parlé de OpenAI ici et de xAI ici. Eh bien, ça nous oppose deux personnes, et ces deux personnes, sont Sam Altman et Elon Musk. Et là, encore une fois, je ne vais pas vous parler de ces deux personnes-là, parce que c'est pas très, très important. Ce qui est important, c'est ce qui les anime, ce qui les sépare, et pourquoi ils ont créé ensemble, parce qu'au tout départ, c'est Sam Altman et Elon Musk qui ont créé OpenAI. Ils ont créé OpenAI suite à une dispute, voire une discussion, voire même une soirée, avec Google, les deux patrons de Google, Sergey Brin et Larry Page. Donc les deux patrons de Google ont dit, nous on va faire de l'IA, mais on va faire de l'IA dans une boîte noire, et on dira rien à personne, et personne ne saura comment les choses ont été calculées. Et à l'époque, Sam Altman, qui était le best friend de Elon Musk, on dit, nous on trouve que cette initiative complètement propriétaire est nulle, ce copyright de l'IA c'est nul, nous ce qu'on veut c'est vous concurrencer et faire une société qui soit complètement ouverte. Et donc on va faire OpenAI. Et donc comme Elon Musk avait de l'argent, il a mis 300 millions, Altman a mis un petit peu de temps, et ils ont fondé tous les deux
OpenAI. Et pourquoi ils sont disputés, et pourquoi ils se sont séparés, et pourquoi maintenant ils se chamaillent à travers des tribunaux, je vais vous enlever cette photo qui n'est pas très agréable, c'est tout simplement parce que OpenAI est devenu fermé. OpenAI aujourd'hui est un oxymore, donc ChatGPT c'est un oxymore. OpenAI est tout ce qu'il y a de plus fermé. Et c'était pas la vision d'origine, c'était pas le pari d'origine, c'était pas la mission d'origine, et donc Elon Musk est fou furieux que Sam Altman ait transformé cette entreprise qui devait être ouverte, d'où son nom, OpenAI, en entreprise fermée. Et ça me permet d'introduire une notion ici qui est extrêmement importante dans l'IA, qui reprend ce que je vous disais en introduction sur ma vision des choses. Il y a du copyright, et il y a du copyleft. Il y a du closed AI, le mot n'existe pas mais je l'invente, il y a de l'IA propriétaire, de l'IA fermée, et puis il y a de l'IA open source. Et une des raisons pour lesquelles Yann LeCun est parti de chez Meta, c'est que Meta, Mark Zuckerberg, Facebook, en avait assez que Yann LeCun et ses équipes, très très larges équipes, fasse de l'IA et le donne au monde. Et Mark Zuckerberg a dit, nous maintenant, on va arrêter cette histoire et on va faire de l'IA pour faire du profit et on partage plus rien avec le monde. Dans ces conditions, Yann LeCun est parti et il a fondé sa propre boîte qui s'appelle Ami et qui est basée à Paris et lui est toujours à New York, mais puisqu'il est prof à NYU, mais il va pouvoir refaire une IA ouverte. Il y a d'autres raisons pour lesquelles il est parti, des raisons de LLM, des world models, mais je vous passe les détails. En tout cas, ça me permet d'introduire ici deux notions, la notion de IA open source et la notion de IA fermée pour le profit, propriétaire, avec un business model extrêmement fort. Et tant qu'on est dans les forces en présence, vous connaissez tous les GAFAM, inutile d'en parler plus que ça, vous connaissez peut-être les KHOLC, ça c'est la petite blague, c'est notre force française. Malheureusement, c'est pas de la technologie, c'est pas du digital, c'est du luxe. Vous me voyez arriver avec un Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH et Chanel. Voilà notre force française, c'est le luxe. C'est une force que personne ne peut copier. Et puis, vous avez tout en bas les Gomax. Alors, les Gomax, c'est les nouveaux GAFAM, c'est tous les noms qui forment un espèce d'acronyme qu'on appelle Gomax, tous les noms du monde de l'IA, donc à savoir Gemini, Google, si vous voulez le G, OpenAI, Meta, Microsoft qui est dedans, Mistral, on a Azure aussi, on a Anthropic et on a le fameux xAI. Donc voilà, les GAFAM sont petit à petit remplacés par les fameux GOMAX. Et je vous montre encore quelques noms de personnes importantes. On va reparler tout à l'heure encore une fois de Denis Hassabis, une personne très 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 importante, importante parce qu'elle bosse chez DeepMind qui a été racheté par Google, mais importante parce qu'elle a eu le prix Nobel et pour une chose assez étonnante. Bon, Geoffrey Hinton, Yann LeCun, c'est des gens que vous avez déjà croisés, que vous avez déjà commencé. Moi, j'ai commencé à suivre les cours de Yann LeCun en 2016 au Collège de France. Je pense qu'il sera futur prix Nobel. Et en 2016, ça fait donc 10 ans que Yann LeCun professe et parle de l'apprentissage profond, une révolution en intelligence artificielle. Donc 10 ans qu'il en parle, donc c'est vraiment quelqu'un dont on peut prendre la parole au sérieux par rapport à d'autres. Donc rentrons maintenant dans cette frise chronologique. On a parlé des personnes, des sociétés. La frise chronologique, qu'est-ce qui se passe au cours du temps? Alors, ce qui se passe au cours du temps, je vais juste le passer rapidement, vous le lirez, parce que je vais pas vous le commenter, c'est tellement long. Voilà plein de dates, je vous laisse les lire. Encore d'autres dates, encore une fois, je vous laisse les lire. Moi, je vais vous commenter seulement les grands moments, ceux qui sont en gras, ceux qui sont en rouge, mais vous avez toute là, vous en avez même une qui est fabriquée en Python, pour ceux qui savent utiliser Python. Vous avez le code pour générer la timeline.
Et vous avez d'autres timelines qui existent, beaucoup plus jolies que celles que j'ai fait moi, mais on va parler de tous ces éléments-là. Là, vous voyez un petit Elisa, on parlera de Elisa, c'est pas la chanson de Gainsbourg, même si j'ai très envie de vous la chanter, je ne le ferai pas, mais vous l'avez tous en tête du coup. Donc on parlera d'Elisa tout à l'heure. Moi, la frise chronologique que je vais utiliser avec vous, c'est une frise avec des hivers, parce qu'il y a ce qu'on appelle les AI Winter, donc l'hiver de l'IA, c'est quand il se passe rien et que plus personne n'y croit. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose, et c'est ça qu'on va commenter ensemble, et on va en tirer les conséquences. Il se passe quelque chose, et hop, tout le monde y croit. Et puis, pendant quelques temps, 1 an, 10 ans, il se passe rien, donc plus personne s'intéresse à l'IA. Et puis tout d'un coup, il se passe un événement, et c'est ces événements qu'on va voir jusqu'à 2022 et jusqu'à, si possible, 2035. Donc, commençons par le commencement. 17e siècle. Notre ami Pascal, Blaise Pascal, en 1642, nous invente la pascaline. Et la pascaline, c'est le premier ordinateur, la première machine à calculer, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, cette pascaline, elle a quelque part inventé l'algorithme. Et l'algorithme, c'est tout simplement... Et c'est comme ça que fonctionne la pascaline, c'est un arbre de décision, et c'est ce qu'on a en informatique pour faire des algorithmes. S'il se passe cette chose, alors on fait ceci, s'il se passe autre chose, alors on fait cela, et toute l'intelligence de l'algorithme, et c'est comme ça que sont bâtis au début les IA, aujourd'hui elles ont dépassé cet algorithme, mais on va parler d'algorithme quelques instants. Donc algorithme, là je vous ai parlé de la pascaline en 1642, mais le mot algorithme vient d'un chercheur perse en l'année 800 qui s'appelait El-Ghwazari, et on a traduit le El-Ghwazari en algorithme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Y dans le I de algorithme, c'est un I parce que ça vient de monsieur El-Ghwazari en 800 qui a inventé les algorithmes. Donc c'est quoi un algorithme? C'est un arbre de décision. Et toute l'intelligence de l'algorithme est dans la condition. Si le client est satisfait, comment je vois qu'il est satisfait, il nous met une bonne note, alors on va utiliser telle chose. Si le client est insatisfait, alors on va aller vers autre chose. Si le client a beaucoup attendu, on va faire tel message. S'il n'a pas trop attendu, on va faire tel message. Et donc, c'est un programme informatique. Et je vous invite à utiliser cette solution qui est gratuite, très simple et de plus en plus intelligente, qui s'appelle, vous voyez les lettres, IFTTT. Et IFTTT, ça veut dire If This, Then That. Donc, If This, Then That, c'est un algorithme qui peut être très simple, mais c'est un algorithme qui peut, et la société s'appelle ifttt.com, vous vous inscrivez, et vous pouvez connecter votre boîte Gmail avec votre météo, vous pouvez connecter votre lumière de maison avec votre géolocalisation, etc., etc. On peut faire 1000 choses, et ça fonctionne toujours selon le principe d'un algorithme. S'il se passe ceci, alors fais cela, sinon fais autre chose, et on a cet arbre de décision qui est la base de l'algorithme, et qui donc date de 800 avec Al-Ghwazari, et qui a été mécanisé, qui a été formalisé sous la forme d'un outil au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, par Pascal avec sa pascaline. Il a essayé d'en faire un outil de grande distribution, il a essayé d'en faire plein de choses, ça n'a pas forcément marché, il y en a que je crois une vingtaine d'exemplaires dans le monde, et l'une s'est vendue il n'y a pas si longtemps pour un prix assez astronomique. Donc, point 1 qui nous est initié par Al-Ghwazari et par Pascal, l'algorithme. Et c'est comme ça que fonctionne encore beaucoup d'IA. S'il se passe ceci, alors on fait cela. On fait un petit saut dans le temps, on va en 1942 avec Isaac Asimov qui donne les lois de la robotique. Et en 1942, on était pleine guerre mondiale, 1942, un robot ne peut pas nuire à l'être humain. Deuxième loi, un robot doit obéir, sauf si c'est pour nuire à un être humain. Et troisième loi, un robot doit protéger son existence,
si il ne nuit pas à un être humain et si il respecte les ordres. Donc voilà quelque chose de très simple pour les robots qui a été imaginé par ce monsieur Isaac Asimov. Donc c'est des lois. Et aujourd'hui en IA, on manque cruellement de lois mondiale. L'Europe a essayé, avec Thierry Bruton, avec Anne Bouvreau et M. Poupard, de faire un conseil européen de l'intelligence artificielle et du numérique. Ils nous ont pondu quelques lois. Alors, on a le IA Act, qui est devenu le règlement de l'IA, RIA, qui est devenu l'Omnibus, qui vient s'ajouter au DMA, DSA. Tout ceci est extrêmement compliqué. Ce sont des centaines de pages qui sont écrites et on peut faire ceci, on peut pas faire cela. Et dans le cas de si on a plus de 10 000 clients, on peut faire ceci. Si on a moins de 10 000 clients, on peut faire cela. C'est illisible. Si on veut se conformer, franchement, il faut embaucher un juriste à temps plein. Revenons aux lois d'Asimov. Là, c'était pour la robotique, mais faisons un cahier des lois qui soit extrêmement simple, et faisons surtout ce qu'on peut faire dans l'entreprise, c'est une charte IA pour éviter ce qu'on appelle le IA shadow, c'est l'utilisation de l'IA dans l'ombre de l'entreprise sans dire qu'on l'utilise. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, même si c'est très tentant, parce qu'on a au bout des doigts un appareil qui peut nous faire économiser 5 heures de travail. On n'a pas le droit de s'en servir sur les ordinateurs de l'entreprise. Eh ben, on s'en sert sur son smartphone personnel et on fait un copier-coller on le met, on se le renvoie par email et on se le met dans l'entreprise. C'est très 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 dangereux. Mieux vaut dans l'entreprise se rappeler de Asimov en 42 et de se dire on va faire une charte IA des droits et usages. Je pense que Renault l'a déjà avec le Renault Digital, avec Ampère, avec tout ce que vous brassez comme information. Il y a déjà, j'imagine, j'en ai pas connaissance, mais il y a déjà, j'imagine, une charte IA qui vous dit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Maintenant, la charte, et je la connais pas chez Renault, si elle dit on ne peut rien faire, c'est interdit, sauf utiliser un vague répondeur, un vague chatbot qui nous donne toujours la réponse à côté. Bon, forcément, l'esprit humain est ainsi fait, et on fait comme nos enfants qui ont des devoirs à faire à la maison, on leur dit de pas l'utiliser. Mais qui refuse d'économiser 3 heures en utilisant un outil, on va tous l'utiliser finalement. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de Asimov qui a fait ces lois de la robotique. On avance encore dans la frise chronologique et on passe en 55-56 avec ces 7 étudiants. Il n'y en a que 5 qui ont leur nom sur la photo, comme quoi il faut se méfier des photos de classe. Hein. L'histoire a vite fait de vous oublier. Les 2 plus connus, c'est McCarthy et Minsky. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là ? En 1956, à l'université de Dartmouth, qui fait partie de la Ivy League, ils ont inventé, tout simplement, le terme de IA. Artificial, je vous le dis en anglais, parce que ça a son importance, Artificial Intelligence. Faut pas oublier qu'à l'époque, intelligence, en anglais, ne veut pas dire clever, ne veut pas dire l'intelligence du raisonnement humain. Intelligence à l'époque, ça veut dire traitement d'informations, ça veut dire renseignement. La CIA, la CIA, c'est l'intelligence du gouvernement, l'intelligence, le renseignement administratif. L'IA, quand il l'invente, avec ce mot de IA, Artificial Intelligence, dans ce temps-là, aujourd'hui ça a changé heureusement, mais dans ce temps-là, ce n'était que du traitement d'informations, traitement de renseignements. Ils ne pensaient pas en ce temps-là que, malgré leur grande qualité, ils ne pensaient pas en ce temps-là que cette IA serait capable de raisonnement à l'instar des neurones du cerveau. Et donc, on a bâti tout un narratif sur cette IA. Au début, ce n'était que, comme on le retrouve dans Business Intelligence, comme on le retrouve dans Open Source Intelligence, comme on le retrouve dans Technology Intelligence, c'était tout simplement du renseignement qui était développé par ces personnes. Donc,
Aujourd'hui, ça a bien changé, mais l'origine donc date de cette conférence d'été de Dartmouth en 1955. Et puis, on fait un petit bond, c'est un petit bond en arrière, désolé, les slides se sont déclassés, avec Alan Turing. Alors Alan Turing, il n'a pas eu une vie très marrante, le pauvre garçon, mais en tout cas, dans sa vie, il a réussi à décrypter la machine allemande qui s'appelait Enigma et qui changeait de code tous les jours et qui envoyait les messages aux sous-marins pour leur dire de faire ceci et de faire cela. Et donc, grâce à son intelligence, il a développé une machine capable de s'adapter aux changements de cryptographie quotidien des Allemands et il a réussi à décoder les messages, il a même réussi à envoyer des faux messages à Enigma et les Allemands ont cru que c'était envoyé par eux-mêmes. Et il a fait après quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui, le test de Turing. Et le test de Turing, c'est un test qui est hyper connu. C'est le test qui consiste à dire, vous dialoguez avec quelqu'un, voix ou texte, et vous devez dire si c'est un humain ou une machine. Ben, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, toutes les IA, même la plus éclatée au sol, elle se fait passer pour un humain très très facilement. Et elle déjoue toutes les ruses que vous pouvez faire. Est-ce que tu respires ? Elle va vous dire en un certain sens je respire, etc. Et elle ne vous dira pas qu'elle est une IA, sauf si vous lui demandez clairement, mais si vous ne lui demandez pas, elle se fait passer pour un être humain. Ce qui va nous poser, on le verra avec Elisa dans un instant, pas mal de problèmes, mais en tout cas, le test de Turing existe toujours aujourd'hui. Et ce que Turing a inventé en 1941 pour déjouer Enigma, aujourd'hui, avec le quantique, et je vais citer ici une entreprise française qui s'appelle Pascal, alors pas le Pascal avec un C du Blaise Pascal, mais le Pascal avec un Q comme quantique, Pascal, si on veut le dire comme ça, c'est une boîte française qui fait de l'informatique quantique, et cette informatique quantique, elle est tellement puissante qu'elle va déjà continuer à respecter la loi de Moore. Pour l'instant, il y a plein de problèmes, et elle fonctionne que milliseconde par milliseconde, et le reste du temps, elle se trompe, mais la milliseconde où elle travaille plus vite qu'une année d'ordinateur normal, donc si on fait 3 millisecondes, on a 3 ans, si on fait 10 millisecondes, on a 10 ans, vous avez compris le principe. Et ce quantique va permettre comme l'a fait Alan Turing pour le code Enigma, va permettre de craquer beaucoup de codes qui sont aujourd'hui réputés inviolables. Les codes des banques, les codes des cartes bancaires, les codes des paiements, les codes des crypto-monnaies, etc., etc. Et vous voyez sur un graphique ici, que la France, avec Pascal, avec Alice et Bob, avec NextGenQ, avec d'autres sociétés, on n'est pas du tout en retard. Et si on additionne l'Allemagne, la France, le UK, Netherlands, Spain, l'Europe a de quoi lutter en IA contre les États-Unis, le Canada. Alors, la Chine, c'est toujours un problème, on ne sait jamais si les chiffres qu'ils donnent sont justes ou faux, et il est possible, un peu comme on le verra tout à l'heure avec DeepSeek, qu'ils nous sortent un truc quantique qui fonctionne, et qu'on n'a pas vu venir. Ça, c'est tous les mystères de la Chine. Ils savent travailler en sous-marin. Pendant le Covid, je pense que vous l'avez vécu dans la voiture avec les BYD, les Xpeng et autres choses. Pendant le Covid, on a l'impression qu'ils étaient chez eux. En fait, pas du tout. Ils ont rattrapé un temps dingue pendant le Covid, et quand le Covid est fini, on a vu arriver des choses qu'on ne pensait pas possible, et ils font pareil avec leur avion. Je travaille beaucoup dans l'avionique aussi, ils font pareil avec leur avion, et leur boîte d'aviation, pendant le Covid, ils ont pris, pendant 3 ans de repos, ils ont pris 10 ans d'avance. Donc, ils sont capables de nous sortir un modèle quantique comme ça, de nulle part, et qui va améliorer tout ce qui existe. Mais néanmoins, on est loin d'être ridicule en France et en Europe sur le quantique, et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, et ça va nous permettre de crypter en quantique, pour le coup, ce qu'on ne veut pas que les autres qui ont le quantique décryptent. C'est un peu le principe de l'arme atomique, et on l'a ici. Et donc l'IA, bien sûr, nous aide grandement pour fabriquer ces machines quantiques, avec notamment
ce qu'on cherche tous, hein, les superconducteurs ou les supraconducteurs, c'est ce qui va permettre aux ordinateurs de tourner sans chaleur. Pour l'instant, c'est pas inventé, mais ça ne saurait tarder grâce à l'IA. On en parlera dans quelques instants quand on parlera de Demis Hassabis et de son prix Nobel de chimie, alors qu'il n'est pas chimiste. On passe par une autre étape, la fameuse ELISA. Alors ELISA, on va la mettre en 65, c'est une période de temps plus large. C'est le premier ordinateur à faire un chatbot et à parler avec quelqu'un. Et en 65, donc hein, on n'est pas, ça fait 60 ans, hein, plus de 60 ans. En 65, déjà, les gens qui communiquaient avec ELISA s'attachaient à ELISA, à tel point que on a appelé cet effet l'effet ELISA, qui consiste à s'attacher à une IA ou à un système ou à un ordinateur. On sait que c'est quand on parle avec ChatGPT, quand on parle avec Grok, quand on parle avec Perplexity, on sait que c'est une IA. On peut parler en vocal, on peut parler en texte. On sait que c'est une IA, mais on lui dit bonjour. On lui dit merci. On lui dit ça m'a beaucoup aidé. Et certaines personnes vont jusqu'à lui dire t'es tellement utile à ma vie. On sait que c'est une IA, mais ça n'empêche que cet effet ELISA qui a été découvert en 65 avec des modèles très basiques, et ben aujourd'hui avec l'avancée de l'IA, ben ça prend un effet absolument dingue, et l'émotion et l'IA est quelque chose qui est extrêmement important. Et cette IA qui est capable de détecter des émotions à travers donc des informations qui sont envoyées par nos lunettes, nos montres, nos écouteurs, et aussi par notre voiture. Et si l'IA pouvait détecter nos émotions dans la voiture, notre fatigue, notre niveau de stress, notre niveau d'attention, et nous donner des conseils pour faire différentes choses, ce serait quelque chose d'extrêmement intéressant. Malheureusement, l'Europe interdit à l'IA de lire nos émotions, donc on n'aura pas ça en Europe. On l'aura peut-être dans le monde, mais en tout cas pas en Europe, en l'état actuel des choses. Donc ELISA, un moment très important où, on va dire, l'être humain est tombé amoureux de la machine. On va le résumer comme ça, c'est pas tout à fait comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, et cet effet ELISA existe encore aujourd'hui. Autre date, un tout petit peu plus tard, en 65, monsieur Gordon Moore. Tout à l'heure, je dis qu'il était décédé en 2002. Non, il est décédé en 2023. Mais ce Gordon Moore, qui est le patron de Intel avec un autre Andy Grove, lance cette fameuse loi de Moore, qui dit que, je l'ai déjà dit, l'informatique double de puissance tous les 18 mois à prix égal et à consommation de chaleur égale. Et il faut faire, comme le disait Mathieu tout à l'heure, très attention à l'effet rebond, parce que c'est pas parce que ça consomme autant, 2 fois moins d'énergie, si on s'en sert 3 fois plus, en valeur absolue, on a dépensé plus d'énergie. Mais en tout cas, grâce à cette loi de Moore, eh bien, on peut faire aujourd'hui des choses absolument dingues, et celui qui bénéficie le plus de cette fameuse loi de Moore, c'est le fameux Jensen Huang. Vous le voyez ici un peu plus tard que sur la photo qu'on a vue tout à l'heure en 2024, mais tous les ans il fait sa GPU Technology Conference, et il a toujours son blouson en cuir, et chaque année il nous montre des machines plus performantes, toujours selon cette fameuse loi de Moore. Et plus on a des machines performantes, plus on peut imaginer des choses à faire avec elles, et plus on a besoin, c'est le fameux effet rebond, et plus on a besoin de puces, de chips, de microchips performantes. Et c'est pour ça qu'un certain Elon Musk, que vous pouvez aimer ou que vous pouvez détester, moi je ne vous dirai pas ce que j'en pense, mais va lancer sa fameuse Terafab. Eh bien, la Terafab, c'est une usine de 5 km de long. Là, vous voyez à l'échelle, ces gigafactories actuelles, celles de Berlin par exemple, ou celles de Chine ou celles du Texas, elles ont toutes la même taille. Elles font 1 mile de long, 1,6 km de long. Ben, la Terafab, elle va faire 5 km de long, et elle aura pour objectif, pour satisfaire toujours la loi de Moore et la demande supérieure, elle va avoir pour objectif de fabriquer
1 térawatt de consommation, ce qui est énorme, de puces par an. Et donc, c'est le projet qui va voir le jour peut-être en 2027-2028. En tout cas, c'est la Terafab. C'est à peu près 5 fois la Gigafactory. Et on sait à quelle vitesse il peut les construire. Et ça fait suite à un Colossus, qui est un centre de calcul le plus grand du monde, toujours construit par Elon Musk, xAI, etc. On change de période, il y a eu entre 65 et 97, il y a eu un hiver de l'IA, et on passe en 97 avec IBM. À l'époque, c'était des bonnes vieilles boîtes qui faisaient l'informatique. Et l'IA, aujourd'hui, c'est des nouvelles boîtes, mais IBM gagne aux échecs contre Garry Kasparov. Donc ça, c'est 97 avec Deep Blue, l'ordinateur d'IBM. Et ça me permet de vous introduire une notion. Donc vous voyez, entre 65 et 97, il s'est passé du temps, un hiver, plus personne ne croyait à l'IA. Et ça me permet de vous introduire une notion entre l'IA faible et l'IA forte. L'IA faible, c'est l'IA qui a gagné contre Kasparov. Parce que le nombre de solutions aux échecs est très important, bien sûr, mais il est suffisamment limité pour qu'un ordinateur puisse calculer toutes les solutions suite à un coup et un autre coup et un autre coup. Donc ça, c'est de l'IA faible. L'IA faible, elle ne sait faire qu'une chose. Par exemple, les IA faibles aujourd'hui, en lecture de radiographie, l'IA, c'est une IA faible, elle ne sait lire que des radiographies. Si on lui parle d'autre chose, elle est complètement incompétente. Elle ne sait faire qu'une chose, c'est jouer aux échecs ou lire des radiographies. Et ça me permet de faire la distinction avec les IA qu'on a aujourd'hui, qui sont des IA fortes et qui savent non seulement jouer aux échecs, et on l'a vu avec le AlphaGo de DeepMind qui appartient, lui, à Google, qui est capable de jouer aux échecs, mais aux jeux de Go, mais à d'autres jeux vidéo, et qui est capable de faire plein de choses. Et c'est là où vraiment il y a un tournant dans le monde de l'IA, c'est 97 IA faible, et on passe à 2017, donc ça fait quand même 20 ans, il a fallu 20 ans pour passer de faible à fort. 2017, l'IA gagne au jeu de Go, et le jeu de Go, on ne peut... Il y a 19 x 19, 361 cases. On ne peut absolument pas calculer les probabilités, et on ne peut absolument pas fonctionner comme on a fonctionné aux échecs. Il faut inventer un système, et c'est ce qu'a été capable de faire AlphaGo avec Google et un certain Demis Hassabis à la tête de Google, et qui a aidé à fabriquer tout ça. Et donc, on passe maintenant d'une IA faible à une IA forte. Vous voyez, ça a pris 20 ans, ça ne s'est pas fait en un jour. Et cette IA forte, elle est capable maintenant de jouer à StarCraft. Je ne connais pas ce jeu vidéo, mais elle a battu l'année suivante, elle a battu StarCraft, et elle a battu le champion de StarCraft à StarCraft. Et on passe maintenant d'une IA symbolique, l'IA classique, le système expert, l'algorithme dont je parlais tout à l'heure, on passe d'une IA symbolique, une IA faible, à une IA large. Alors vous pouvez retenir ce mot, il est un peu compliqué, mais il est intéressant, ce mot de connexionniste. Connexionniste, c'est une IA qui va fonctionner comme les connexions des synapses de nos neurones. Et c'est pour ça qu'on l'appelle connexionniste. C'est la seule IA qui peut gagner au jeu de Go. Une IA symbolique ne peut pas gagner au jeu de Go parce que les possibilités sont trop larges. L'IA connexionniste, elle fonctionne comme nos neurones, et elle peut gagner au jeu de Go, mais elle peut gagner à beaucoup d'autres jeux. Donc là, on est en 2017, 5 années d'attente, et tadam! C'était le Netflix Moment, mais là c'est le AI Moment, novembre 2022. OpenAI, que moi je connaissais déjà depuis 2-3 ans, sort son fameux ChatGPT. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement fait de la user interface
User Interface, pardon, s'il faut le dire en anglais, il faut le dire en anglais jusqu'au bout, de la UI, ils ont tout simplement fait un lien entre l'homme et la machine qui était, ce qu'on fait tous les jours sur WhatsApp, du chat. Et donc, ils ont juste mis un chat en interface avec la machine et ça a explosé. 100 millions d'utilisateurs en un mois. C'est la plus grosse adoption jamais réalisée par une technologie, par un produit ou par n'importe quoi. C'est absolument phénoménal. On avait connu d'autres moments dans le temps. Le fameux iPhone moment avec Steve Jobs en 2007. Donc, on va bientôt fêter les 20 ans l'année prochaine de l'iPhone, avec un iPhone pliant, peut-être, on ne sait pas. Et puis, il y a eu d'autres moments. Il y a eu le moment du transistor, il y a eu le moment d'Internet, la bulle Internet 2000, l'iPhone moment, le AI moment en 2022. Et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite ? On a connu, j'en parlerai, le DeepSeek moment, mais après, on peut connaître le moment des robots, le moment du quantique, le moment des cryptos. On ne sait pas trop ce qui va arriver derrière, mais on sait que la vie est faite comme ça de moments. Il y a le jour de avant cette évolution et le jour de après cette évolution. C'est ce qu'on appelle un moment. Voilà, le AI moment, c'est novembre 22. Tout le monde se sert de ChatGPT et depuis 2022, depuis novembre 22, on va dire 23 pour arrondir à l'année, depuis 2023, ça fait 3 ans que tout le monde nous parle d'IA tous les jours. Et qu'est-ce que fait cette IA en 2022 par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle est assez bête, cette IA de 2022. C'est une IA générative, attention à ne jamais confondre générative et générale, c'est totalement opposé, et c'est une IA qui est conversationnelle. Elle fait de la conversation. C'est-à-dire que vous lui parlez, elle vous répond, en voix ou en texte. Vous lui demandez une photo, elle vous génère une photo. Vous demandez une vidéo, elle vous génère une vidéo. Mais à chaque fois, il faut, ce que tout le monde fait, il faut copier le résultat de l'IA et le coller quelque part. On fait du copier-coller. C'est ce qu'on appelle les IA génératives, les IA conversationnelles. Elles nous donnent des réponses, et ces réponses, il faut qu'on les colle, copie-colle, à l'endroit où on veut qu'elles apparaissent. Attention à ne pas confondre IA générative et IA générale. Générative, c'est on discute avec et elle génère un texte, une image, une vidéo. Générale, elle sait tout faire comme nous et elle nous remplace. Donc, surtout, ne confondez pas générale et générative, ça n'a vraiment strictement rien à voir. Et on avance un petit peu dans la timeline, on était en 22, bing, on passe en 24, avec le voilà qui revient, Demis Hassabis. Alors ce qui est fondamental avec ce monsieur-là, c'est que non seulement il a créé DeepMind qui a permis de battre Lee Sedol au jeu de Go, il s'est fait embaucher par sa boîte DeepMind, a été rachetée par Google, et après il a continué à travailler, et attention, c'est là qu'il y a vraiment un tournant dans... Ça doit vous faire dans vos têtes un tournant. Vous devez vous dire, zut, alors ça, je ne l'ai pas vu venir. Figurez-vous que Demis Hassabis, il est informaticien. Et il reçoit le prix Nobel de chimie. Il n'est pas chimiste. Mais il reçoit le prix Nobel de chimiste. Je vous passe les détails parce qu'il a réussi à déplier une protéine. Passons les détails. Mais grâce à l'IA qu'il a entraîné, il a entraîné une IA à faire de la chimie. Et en fait, c'est l'IA qui a reçu le prix Nobel. Et comme on ne pouvait pas remettre le prix Nobel à une IA, on l'a donné à M. Hassabis qui a créé cette IA. Donc c'est là où ça doit vous faire twister en vous disant, donc l'IA est plus intelligente qu'un prix Nobel de chimie puisqu'elle est capable d'avoir le prix Nobel de chimie devant les vrais chimistes qui ont un doctorat de chimiste et 10 ans, 20 ans de recherche en chimie dans les pattes. Eh bien, cette IA, entraînée par un informaticien, elle fait mieux. Et pour la beauté du geste et pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, ce fameux monsieur Hassabis a laissé son fameux AlphaFold, c'est la manière de plier une protéine, a laissé son AlphaFold en open source et le monde entier l'a utilisé et ça a été un énorme succès. Et on arrive là à la
pas à la conclusion, j'ai encore des choses à vous dire, mais ce qu'a fait Demis Hassabis, c'est qu'il a open sourcé son AlphaFold, donc le logiciel d'IA qui permet de plier les protéines, et il l'a donné au monde entier, ce qui permet à tout le monde de l'utiliser. Alors ça nous permet d'arriver à une loi ici extrêmement précieuse et extrêmement importante. Je vous l'affiche en grand. L'IA qui n'a pas d'application, qui sert juste à faire de la conversation, des belles photos, des belles vidéos qu'on jette 10 minutes après, c'est ce qu'on appelle de l'IA. Voilà. Il y a un nouveau logiciel d'IA qui permet de faire du vieillissement prématuré, qui permet de te voir bébé, qui permet de faire ceci, qui permet de... ça c'est de l'IA. Mais, attention, grand changement, l'IA qui fonctionne et qui vous rend un service, c'est plus de l'IA, c'est une application. Si votre application météo utilise de l'IA et vous donne la météo exacte qu'il va faire pendant 3 jours, vous vous en moquez que ça utilise l'IA ou pas. Pour vous, c'est une app qui marche super bien. Si votre voiture vous évite 3 accidents dans votre vie, vous vous en moquez que ce soit de l'IA, pas de l'IA, qu'elle soit symbolique ou qu'elle soit connectique. Pour vous, votre voiture vous a évité 3 accidents. C'est tout. Et donc, l'IA qui fonctionne, et c'est ça qu'il faut vraiment retenir, l'IA qui fonctionne, c'est tout simplement une application, et on ne doit pas se rendre compte que c'est de l'IA. Et je cite là Gilles Babinet, qui est quelqu'un d'extrêmement important dans le monde digital français, la vocation de l'IA, alors lui il a dit la vocation de la technologie c'est de disparaître, et moi je traduis ça sur l'IA, la vocation de l'IA c'est de disparaître. C'est qu'on l'utilise sans savoir qu'on l'utilise, parce qu'elle nous rend des services. Et elle fait des choses utiles, mais elle les fait en silence et elle les fait tranquillement. Et ça, c'est hyper important à comprendre, notamment quand on est dans les interfaces homme-machine, les IHM, ou dans les User Interface, les UI, c'est que l'utilisateur ne doit pas avoir la sensation d'utiliser cette IA pour l'utiliser. Et on va parler que de ça maintenant, en passant par un autre moment, qui est un moment qui a surpris tout le monde, le fameux DeepSeek Moment. La Chine était complètement sous les radars, et tout d'un coup, janvier 2025, un peu ce qu'ils ont fait en 57 avec les Sputnik pour la NASA, tout d'un coup, ils ont dit « Ah, nous aussi, on a une IA, elle s'appelle DeepSeek, logo baleine, et elle marche mieux que toutes les autres, et elle coûte 10 fois moins cher. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne saura jamais. Et elle est très légère, on peut la mettre sur un ordinateur du commerce, on peut la mettre un peu partout. Et donc, c'est le DeepSeek Moment. Tout d'un coup, tout le monde s'est affolé en disant « Mais comment ils ont réussi à faire ça, à faire une IA si légère, à faire une IA si rapide, alors qu'on ne les a pas du tout vus venir. » C'est un peu l'histoire du Sputnik avec la NASA. Les Russes, en l'occurrence pas les Chinois, mais les Russes, ont montré qu'ils savaient faire mieux, et puis très très vite. Et ça, c'est la magie ou l'inquiétude de la Chine. Ils font ça très bien. Et ça me permet de vous introduire une notion extrêmement importante dans ce monde de l'IA. Retenez bien ces 3 grandes étapes. 1, le training. 2, l'inférence. Et 3, les agents. Le training, c'est tout ce qui se passe en back-office pour fabriquer une IA. Et donc, il y a des heures et des heures d'entraînement, des heures de compute, des données à manger. Il y a tout un training à faire. Quand le training est terminé, c'est ce qui consomme le plus d'énergie, quand le training est terminé, on passe à la phase d'inférence. Vous ne connaissez pas le terme peut-être d'inférence, mais c'est ce que vous faites tous les jours quand vous interrogez une IA. Interroger une IA, en termes techniques, s'appelle une inférence. Donc quand votre IA est entraînée, vous la mettez à disposition du public, et le public va donc faire des inférences, poser des questions. Et on arrive tout doucement, j'espère que je ne vous ai pas perdu, et j'espère que vous êtes bien avec moi. On passe à la 3e étape qu'on va évoquer maintenant, c'est bien de faire des inférences, c'est bien de poser des questions à l'IA, elle nous répond, c'est bien de faire la conversation, hein, on a un nouvel ami, on lui parle, il nous répond, c'est génial. Mais maintenant, 3e étape, cette IA, elle doit être capable d'agir pour nous, d'agir
en notre nom, de faire le travail pour nous. On lui pose une question, on lui dit « fais ceci pour moi » et puis elle nous répond à la fin « ça y est, c'est fini ». Et là, on a vraiment fait la troisième étape. Et c'est ce que le DeepSeek Moment a réveillé tout le monde en disant eh bien, il y a des systèmes chinois qui sont capables d'aller beaucoup plus loin. J'en profite pour vous parler de Common Crawl et de Internet Archive, qui sont deux énormes bases de données qui contiennent tout l'Internet. Donc si vous voulez entraîner une IA, vous achetez, entre guillemets, vous achetez toutes les informations d'Internet à une certaine date, à Common Crawl ou à Internet Archive, et vous entraînez votre IA avec. Donc on peut le faire après dans n'importe quelle langue. Si vous demandez à Common Crawl ou à Internet Archive de vous livrer tout Internet en français, eh ben, il va vous livrer tout l'Internet en français et vous entraînerez votre IA uniquement. Alors ces IA, vous avez vu dès le titre, j'ai à chaque fois insisté sur les IA au pluriel. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas toutes vous détailler, là il faut 3 jours. Si on détaille les, pas principales, mais quelques-unes qu'on a déjà vues ensemble, on a vu l'algorithme, on a vu l'IA générative, on a vu ChatGPT, on a parlé du quantique. On va parler maintenant de l'agentique et de l'API. On n'a pas parlé de data, on n'a pas le temps. On a parlé un tout petit peu d'énergie et l'AGI, c'est le but ultime de cette IA. Alors, on passe une nouvelle étape avec un monsieur qui s'appelle monsieur Karpathy. Karpathy, qui est salarié de OpenAI, qui est parti depuis, mais qui était, quand il l'a fait, salarié de OpenAI en février 25, donc là on se rapproche d'aujourd'hui, et ce Karpathy, il invente le terme, alors c'est pas lui qui a inventé la chose, hein, il invente le terme de vibe coding. Le vibe coding, c'est le fait que l'informaticien n'écrit plus ses lignes de code, mais il dit je voudrais que tu me fasses, à partir de là et là, un système qui va chercher la température à droite et qui va comparer avec la température de gauche et qui m'affiche. Et vous dites ce que vous voulez faire en langage naturel, vous lui parlez. Hein, donc les informaticiens qui étaient toujours des grands taiseux sont mis à parler, mais ils parlent à l'ordinateur. Fais-moi ceci qui permet de faire cela. Donc je parle à mon ordinateur et mon ordinateur me livre du code. Vous comprenez que c'est la première pierre de l'IA agentique. C'est pas simplement de la conversation, c'est pas simplement de la génération d'images. Je demande à l'IA de faire mon travail de codeur et l'IA fait mon travail de codeur. Après, j'ai plus qu'à vérifier, tester et je livre mon code. Alors, je vous rassure, avant, le vibe coding n'existait pas, mais les codeurs sont des grands spécialistes devant l'éternel du copier-coller et tout le code qui existant a été copié à un endroit ou à un autre. Très peu de lignes de code ont été écrites de A à Z avec GitHub, pour ceux qui connaissent, mais Git, c'est un autre système. On copie-colle les bouts de code qui nous intéressent et on les met aux endroits qui nous intéressent et on modifie à la marge ces variables, etc. Mais là, c'est encore pire, c'est que je donne une commande vocale où j'écris ma commande et le code est produit. On estime, c'est pas sûr encore, qu'en 2026, la moitié du code produit en 2026 sera par vibe coding. Alors attention, c'est génial, c'est fantastique, mais ça fait ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, une dette technique. Ça fait aussi, et je vous introduis un nouveau mot que vous ne connaissez pas encore, ça introduit du slop. Le slop, c'est de la bouillie, c'est le truc pas bien fait, quoi. C'est ni fait ni à faire, c'est pas bien fait, c'est de la bouillie, c'est pas beau. Eh ben, le code devient du slop, tout comme certaines phrases, certains textes faits par ChatGPT ou autres, devient de la bouillie parce que il est entraîné sur des choses qui sont pas bonnes et donc il va donner quelque chose de pas bon, ce qu'on appelle la collapsologie, le modèle qui collapse parce qu'il s'effondre sur sa bêtise à lui-même. Et donc avec le vibe coding, on est très rapide, hein, je l'ai mis ici, on a de la vitesse, mais cette vitesse va à l'encontre de la solidité. Si vous me dites ta voiture, elle a plein d'options qui ont été vibe codées, mais tu as le choix avec une voiture qui n'a pas été vibe codée, qui a été codée par des humains,
mais qui a moins de possibilités, je prends la voiture qui a moins de possibilités. Ça va de soi. Je préfère qu'un humain code plutôt que moi. Et ce fameux mot de vibe coding, c'est classé le mot de l'année 2025 par différents dictionnaires. Donc là, on arrive à des outils de vibe coding. Moi, j'utilise Cursor. Il y en a qui utilisent encore VS Code. Peu importe, il y a des dizaines d'outils de vibe coding. Mais on va, j'ai une question très longue qui a été posée, j'ai pas le temps de la lire, je la lirai tout à l'heure quand on passera aux questions-réponses. On passe maintenant à la dernière étape de cette frise chronologique. Anthropic, avec monsieur Amodei, mais peu importe son nom et peu importe l'entreprise, sort quelque chose qui s'appelle le MCP. Modèle, contexte, protocole. Pour ceux qui connaissent les API, c'est un peu un style d'API, c'est de l'API API-able et automatisable. Donc déjà, API, il y a automation dedans, mais peu importe, vous comprenez le principe, c'est de l'API au carré. Donc l'API, ça existe depuis très 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 longtemps, depuis facilement les années 90. En 2002, Jeff Bezos chez Amazon a dit « Tous ceux qui n'utilisent pas des API à l'informatique vont être virés ». Donc toujours agréable d'avoir un patron sympathique et nuancé. Et on arrive à une notion maintenant intéressante, qui est la notion, sont les demandes manuelles, les demandes d'êtres humains, et quelles sont les demandes automatiques. On s'aperçoit aujourd'hui que les demandes manuelles que l'on fait, vous et moi, à l'IA, ça représente que 20% par des prompts vocaux, par de la conversation, et en automatique, à travers des API, à travers des MC, plein d'autres applications, eh bien, ça nous fait des choses qui sont automatiques. Et on arrive à ce grand dilemme, ce sera le début de la conclusion, et on va commencer à conclure maintenant, qui nous amène vers un monde, vous connaissez le B2C et le B2B, ça va de soi, mais est-ce que vous connaissez le A2A et le M2M? C'est un peu pareil. Le A2A, c'est le Agent to Agent. C'est donc le business d'agent à agent. Et le M2M, c'est le business de machine à machine. Prenons le cas de la maintenance prédictive d'une voiture. Une voiture qui serait autonome, qui pourrait rouler toute seule, elle s'aperçoit un soir pendant qu'elle est au garage qu'il lui manque cette pièce. Elle décide, parce que vous ne vous en servez pas le lendemain, elle décide d'aller toute seule chez le garagiste, d'envoyer un message au garagiste disant « j'ai besoin de changer cette pièce ». Elle arrive chez le garagiste par un robot lui change cette pièce et elle revient se garer à la maison et vous payez la facture. C'est du agent to agent ou du machine to machine. Et grâce à l'IA, grâce au MCP, il y a de plus en plus de choses. Je pense à un exemple très très précis qui sont les appels d'offres. Une entreprise qui aurait besoin de changer sa flotte de 50 voitures. Je vois très bien le directeur des approvisionnements ou le directeur financier demander à l'IA « Fais-moi un tableau des 5 voitures possibles pour une flotte de 50 voitures. Je ne veux pas que la mensualité dépasse 250 €. Je ne veux pas qu'elle soit plus que tel prix. Je ne veux pas qu'elle soit de tel style et tel style. » Regarde ce qui est disponible sur le marché, à quel prix, avec le financement. Eh bien, c'est l'IA qui va venir interroger Renault. C'est plus un être humain qui va dire « Allô Renault, j'ai besoin de... » C'est l'IA qui va venir interroger Renault, qui va chercher la disponibilité des voitures à travers des MCP, qui va chercher les financements et qui va permettre de rendre un tableau à la personne. Et ce tableau sera finalement la réponse à appel d'offres. Et c'est là où on passe de agent à agent avec une prochaine révolution qui sera sur les robots et une encore prochaine révolution qui sera sur la singularité. Donc je conclue rapidement avec, comme vous avez compris que ce qui visitait le web aujourd'hui, c'est plus des agents de l'IA que des êtres humains, eh bien le web est terminé, le web est fini. Et tout comme le web est fini, Google est fini. On va arrêter de demander des choses dans Google, on va les demander directement dans l'IA. Et c'est pour ça que Google a sorti son fameux Gemini, qui fonctionne extrêmement bien et qui va remplacer petit à petit Google. Google a l'intelligence de s'auto-remplacer lui-même, sinon il aurait été remplacé par Perplexity, qui est le meilleur, ou par Claude, ou par Chat. C'est aussi la fin des applications. Il y a un opérateur allemand qui vend un téléphone, il s'appelle Deutsche Telekom, pas n'importe qui, il vend un téléphone avec, vous le voyez ici, une seule application.
Et cette application, c'est Perplexity. Et donc, plutôt que d'avoir 15 applications pour commander à manger, pour commander pour commander un taxi, pour commander quoi que ce soit, on demande à Perplexity, on a une application, c'est Perplexity, et Perplexity fait tout le travail en arrière. Et la conclusion, c'est aujourd'hui, si vous n'utilisez pas l'IA, no AI, no business, il y en a même qui disent AI or die. Alors ça rime, mais bon, c'est un peu caricatural. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre premier consommateur aujourd'hui, c'est l'IA. Votre premier client, c'est l'IA. L'IA ne va littéralement rien vous acheter, mais l'IA va tellement préparer le travail à celui qui va acheter qu'on peut quasiment considérer que c'est l'IA qui achète les choses chez vous.